Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes. Il y a d'autres personnes qui sont en train de demander l'accès au webinaire. On prendra 2 petites secondes avant de commencer. On se dit à 11h03 ou 11h04 et on commence. Mais en attendant, avant de projeter la présentation, je vais me présenter. Je suis Maria Le Calvez, je suis ingénieure sécurité. J'accompagne les élus de CSE dans les expertises qui traitent des conditions de travail d'une façon générale, mais également d'une façon spécifique pour des sujets particuliers dont il fait partie l'absentéisme. Le webinaire d'aujourd'hui, il est surtout partagé avec vous. C'est ça un peu l'objectif. Vous allez le voir sur la base comment il a été construit. C'est de partager avec vous la clé de lecture de cette problématique. Donc d'abord, il faut qu'on pose le problème avant qu'on commence à se dire comment on va le résoudre. Voilà, donc là, juste en indication, vous aurez le chat pour poser les questions. Et j'y répondrai à la fin de la présentation. De même, je rappelle que les supports et le replay ils seront disponibles. Pour le support, c'est à partir d'aujourd'hui et pour le replay, c'est à partir du lundi. Eh bien, c'est parti, je commence le webinaire. Je partage mon document. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est de l'absentéisme et surtout avec un objectif, c'est comment aujourd'hui vous pouvez s'en saisir de ce sujet-là. Donc, au programme aujourd'hui, on va voir tout d'abord quels sont les acteurs qui suivent l'absentéisme, quelles sont les bonnes raisons et pourquoi, en fait, il faut s'intéresser à l'absentéisme. Et quelles sont les questions qu'il faut poser à votre direction où il faut instruire pour instruire ce sujet? Et également, on regardera ensemble quelle finalité il faut donner à ces questions une fois qu'on a les réponses. Et on finira par un exemple de plan d'action et également par les outils au service de CSE et des salariés. Sur les acteurs qui suivent l'absentéisme, en fait, on a 2 acteurs. Le premier acteur, c'est les pouvoirs publics et le deuxième acteur, ce sont les entreprises. Maintenant, que ce soit le pouvoir public et les entreprises, ils ne sont pas, c'est-à-dire ces acteurs, ils se différencient par leur organisation et par leur intérêt derrière l'étude de l'absentéisme, mais on va voir que ces organismes, ils suivent l'absentéisme avec 2 indicateurs différents qui vont emmener en place des plans d'action qui sont différents. Les pouvoirs publics, aujourd'hui, ils suivent l'absentéisme par l'évolution des dépenses d'indemnités journalières, donc à travers le rapport de l'inspection générale des affaires sociales, mais également à travers le rapport de l'inspection générale des finances. Et on va voir sur les cette année-là, en 2022, en fait, les dernières données qu'on a, c'est en 2022, on n'a pas 2023 et 2024. Dans ces rapports, il a été enregistré que les dépenses d'indemnités journalières, elles ont été à 21 milliards d'euros, pardon, je voulais dire le dollar, d'euros, hors Covid, soit une augmentation de 20% depuis 2019, hors effet Covid. Maintenant, cet indicateur, il est suivi par les pouvoirs publics, pas uniquement pour voir comment il évolue les dépenses, mais parce que derrière, on va mettre un plan d'action. Le plan d'action, on va dire, qui est mis aujourd'hui pour lutter contre l'absentéisme par les pouvoirs publics, c'est surtout le renforcement du contrôle médical des arrêts maladie. Donc, on voit dans les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire depuis même 2016, le renforcement de contrôle médical des arrêts maladie, ça devient une pratique assez importante et de plus en plus importante dans les entreprises, par les pouvoirs publics, mais pour les comptes des entreprises. Le deuxième acteur, on a dit, ce sont les entreprises. Les entreprises, ils utilisent un autre indicateur pour suivre l'absentéisme que tout le monde connaît, c'est le taux d'absentéisme qu'on calcule par le nombre d'heures non travaillées sur le nombre d'heures prévues, ou ça peut être également calculé par le nombre de jours non travaillés sur le nombre de jours prévus. Le plus courant, ce sont les nombres d'heures. Les dernières statistiques, les derniers rapports de statistiques, si on prend le baromètre par exemple des EMIN, le taux d'absentéisme en France, il est passé de 5,5 en 2019 à 6,7 en 2022, soit une augmentation de 21%.
Lorsqu'une entreprise il suit son taux d'absentéisme, son plan d'action pour la lutte contre l'absentéisme en général, c'est qu'il pose une politique d'absentéisme. Ce qu'on constate aujourd'hui, à presque plus de 99%, c'est que ce sont des politiques d'absentéisme qui sont axées sur le comportement, c'est-à-dire ils sont axés sur l'attitude de la personne en considérant que l'absentéisme, c'est une affaire individuelle et non pas une affaire d'organisation du travail. Maintenant, pourquoi il faut s'intéresser à l'absentéisme? Il y a 3 bonnes raisons pour s'intéresser à l'absentéisme. La première raison, c'est une raison de santé. L'absentéisme, c'est un indicateur qui est proactif et c'est un indicateur qui est réactif. D'abord réactif parce qu'il nous donne un état de santé dégradé des absents, c'est-à-dire ils nous disent qu'il faut qu'on réagisse. Malheureusement, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est-à-dire ça y est, l'absentéisme, il est constaté, il est acté, il est présent. C'est un état, il dit qu'on a un état dégradé des salariés sur lesquels il faut qu'on les accompagne pour que ça ne se dégrade pas davantage. Mais c'est un indicateur qui est proactif parce qu'il nous dit attention, ceux qui restent, on a un risque que leur santé il va se dégrader. Donc c'est pour ça c'est un indicateur qui est très important, mais il faut l'utiliser aussi bien en tant qu'indicateur réactif ou qu'un indicateur proactif qui va nous alerter également sur ce qui va venir par rapport aux salariés qui ne sont pas sont les salariés présents. Il faut également, la deuxième raison pour l'absentéisme, c'est une raison sociale. En fait, surtout, la raison sociale, c'est lorsque les absences ne sont pas remplacées. Effectivement, ça devient vraiment ça peut impacter, hein, entre guillemets, le climat social dans l'entreprise. Et là, on va le voir par rapport à la lassitude des personnes qui sont présentes. Donc, les gens qui sont présents, lorsqu'on ne remplace pas ceux qui sont absents, bah, c'est eux qui vont faire le travail. Certains, on entend même dans certaines expertises, c'est toujours les mêmes et moi, c'est toujours moi qui dois faire le travail à la place des autres. Et ça commence des incompréhensions, en fait, entre les présents et les absents. Donc, l'incompréhension commence à se creuser de plus en plus. Et la solidarité, ce qui va agir sur surtout la solidarité au sein des équipes. Donc, effectivement, parfois, on trouve que les salariés, malheureusement, qu'ils ont des raisons pour s'absenter et qu'il faut qu'ils s'absentent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ben, ils commencent à être exclus de l'équipe où on peut le regarder vraiment de travers, comme ils m'ont dit certains absents, on me regarde de travers lorsque je reviens et ça, c'est même mes propres collègues, pardon. Et là, effectivement, lui, il a du mal à comprendre pourquoi on le regarde comme ça alors qu'il avait une bonne raison. Donc voilà ce qui pourrait également s'instaurer et qui donne la raison pour laquelle il faut s'intéresser à l'absentéisme. La troisième raison, c'est une raison qui est purement économique. Là, si on regarde par rapport, pardon, je passais très vite, c'est l'indemnisation et le remplacement. Donc, il y a effectivement un aspect économique qui n'est pas négligeable lorsqu'on a l'absentéisme. Lorsqu'on a des taux d'absentéisme qui sont très importants. La Capital Management 2009 et la CARSAT des Pays de Loire, eux, ils l'avaient estimé en 2009 avec un coût qui va de 1% à 1,8% de la masse salariale. Nous, dans les expertises, à la dernière expertise que j'ai faite sur le sujet, on avait estimé qu'on avait une équipe de 7 personnes qu'on payait toute l'année à ne pas travailler. Donc voilà, donc pour vous dire un peu le coût, comment il peut être énorme. Ça, c'est le coût économique. Maintenant, si on veut, donc, OK, on a des raisons pour lesquelles il faut qu'on travaille sur l'absentéisme, mais il faut qu'on sache comment l'approcher, l'absentéisme. L'absentéisme, il s'approche par 3 angles. Le premier angle, c'est l'angle de santé. On vient de dire, c'est un révélateur d'un état de santé qui est dégradé. Par contre, lorsqu'on parle de la santé, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la santé il n'est pas déterminée que par le travail. Il faut toujours garder en tête, lorsqu'on veut parler de la santé, que les déterminants, ils sont au travail, mais ils sont en dehors du travail pour l'aborder. Donc, les déterminants de la santé, nous, on les classe en 4 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est le génétique et biologique. On n'a pas tous le même code génétique, on n'a pas tous le même historique biologique. Il y a les systèmes de soins et médicaux. Il faut savoir que dans la population, certains, ils vont aller facilement voir leur médecin et d'autres non, parce que voilà, c'est une habitude, les gens n'aiment pas savoir qu'est-ce qu'ils ont, etc., etc. Donc effectivement, l'accès au système de soins également, qui peut être un déterminant de la santé.
Il y a le comportement. Là, on va prendre l'exemple de la cigarette. On ne peut pas effectivement mettre en abstraction que la santé ne se dégrade pas aussi par des aspects de comportement tels que la cigarette. Mais il y a le déterminant qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'environnement, dont le social, les conditions de vie et de travail, et qui a une part aussi importante dans l'impact sur la santé. Le deuxième angle pour approcher l'absentéisme, il y a l'angle individuel. En fait, lorsque vous allez travailler sur l'absentéisme, vous le regardez sur un aspect dégradation de santé, mais il faut le regarder également sous un angle individuel parce qu'il peut être une forme de protestation, comme le sabotage, comme le freinage de la production. Et les gens, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits dans leur travail, ils ne peuvent pas faire autrement, ben, ils se retirent, donc c'est une forme, donc ils récupèrent le temps, ou ils récupèrent le temps, ou ils se récupèrent, moi j'entends parfois dans les entretiens, moi je me récupère une santé, vu que l'entreprise ne me donne pas les moyens pour protéger ma santé. Voilà. Donc, ça devient un angle individuel, donc sous forme d'une protestation. Il faut le regarder maintenant également sous l'angle organisationnel. Sous l'angle organisationnel, parce que c'est un indicateur de dysfonctionnement d'une organisation, parce que plus l'absentéisme devient important, plus on est cette fois-ci au-delà de l'individu, c'est-à-dire en plus de l'individu, on est dans une sphère organisationnelle qui est globale. Donc, c'est une mesure indirecte du climat social et de la performance sociale d'une organisation. Donc, voilà les trois angles pour approcher l'absentéisme. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les formes d'absentéisme sur lesquelles une entreprise il peut agir. On ne peut pas agir sur toutes les formes, mais il y en a quelques formes sur lesquelles il y en a des formes sur lesquelles l'entreprise il peut agir activement et d'autres, on va voir, il peut ne pas agir activement, mais quand même, il peut aider pour qu'on n'arrive pas à ces absentéismes. On a deux types d'absentéisme. On a l'absentéisme pour cause d'accident de travail, maladie professionnelle et accident de trajet. Et on a l'absentéisme qui est pour cause de la maladie dite ordinaire. La personne qui s'absente, son médecin traitant qui l'arrête. Dans cet absentéisme pour maladie, on a on va dire deux catégories d'absentéisme. On a des absentéismes qui sont liés, c'est-à-dire on a la catégorie qui va être par des arrêts inférieurs à 30 jours, l'absentéisme dû à des arrêts inférieurs à 30 jours, et on a l'absentéisme avec des arrêts qui sont supérieurs à 30 jours. Dans les arrêts inférieurs à 30 jours, on a deux catégories encore, deux sous-catégories. On a l'absentéisme qui est entre 1 à 3 jours et on a l'absentéisme entre 4 et 29 jours. Dans l'absentéisme, ce qu'on constate aujourd'hui, et ça, ce sont vraiment une compilation d'un certain nombre d'études qui montrent aujourd'hui que 50% des absents qui sont entre 1 et 3 jours, c'est un absentéisme qui est individuel. La personne, il se retrait de son travail. Mais 50%, ils sont dus à une maladie ordinaire, la grippe, le rhume, la gastro, les infections qu'on peut avoir d'une façon ordinaire. D'accord ? Les absences, par contre, de 4 à 29 jours, ils sont considérés des absences de l'état de santé réel. Donc là, on a un réel problème de santé qui commence à s'installer chez le salarié. Il faut savoir qu'un médecin, lorsqu'il arrête un salarié, lorsqu'il voit que la personne, il est vraiment pas bien, donc il va la faire retirer de son milieu de travail en disant bah, je vais le retirer pour 1 à 3 jours, comme ça il se repose, il est soustrait qui lui permet de reprendre. Mais lorsqu'il commence à arrêter au-delà des 4 jours, c'est que là, il y a une réelle santé. Une réelle problématique pardon, de santé. Donc là encore, attention, la prudence, on ne sait pas de quelle santé on parle, on a 4 déterminants, dont le travail. Okay. Lorsqu'on est sur des arrêts supérieurs à 30 jours, là malheureusement, on est sur des cas, pas d'indicateurs d'un état de santé, mais on est dans des cas de maladies qui sont très importantes, telles que le cancer, les dépressions, le burn-out, des maladies cardiovasculaires et les maladies, tout ce qui est inscrit sous les affections de longue durée. Maintenant, l'entreprise, sur quoi il peut agir? Oui, en premier, il pourrait agir il faut qu'il agisse sur les accidents de travail et la maladie professionnelle pour diminuer tous les absentéismes liés à ça. Il pourrait agir sur tout ce qui est 1 à 3 jours, mais avec une connotation individuelle de retrait, d'accord? Il pourrait agir sur tout ce qui est supérieur de 4 à 29 jours. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a 4 déterminants de la santé, attention, on a le travail dedans, donc l'entreprise, il doit agir sur cette partie-là, il doit contribuer activement sur cette partie-là, voire même agir complètement sur cette partie-là.
Sur la partie cancer et dépression, on a mis un point d'interrogation parce que ça va dépendre de quel cancer on parle et par rapport à quelle exposition dans l'entreprise. Si par exemple, moi j'ai une population qu'on avait suivie de cancer, professionnels, qu'ils avaient travaillé sur le CROM6. Oui, effectivement, les déclarations de cancer, ils étaient en lien avec donc il a donné des arrêts qui étaient importantes pendant que les personnes, ils étaient en poste de travail. Donc, effectivement, là, ils étaient en lien direct avec l'absentéisme. Mais parfois, ben, certains cancers, ben, voilà, on a parlé du code génétique, on a parlé d'un effet cumulé d'un certain nombre de choses, mais les entreprises, ils peuvent agir quand même, ils peuvent aider quand même pour diminuer, entre guillemets, ou un effet cumulé, un des effets qui peut être en effet cumulé de l'apparition de la maladie. Sur l'absentéisme qui est de la maladie ordinaire, les 50% dont on a parlé tout à l'heure, de 1 à 3 jours, liés à la grippe, le rhume, la gastro et les infections, moi j'ai vu des entreprises qui travaillent sur ces aspects-là d'une façon préventive. Par exemple, en suivant à quelle époque il va y avoir par exemple la gastro, hein, et ils commencent à informer leurs salariés dans l'entreprise en disant attention, la période s'approche, on vous rappelle la vigilance de se laver les mains, on vous rappelle la vigilance on rappelle. Donc en fait, ça pourrait être également un point entre guillemets de sensibilisation qui permet de réduire ces arrêts dans l'entreprise. Quelles sont les bonnes questions maintenant qu'il faut poser pour instruire le sujet et auxquelles il faut savoir que les entreprises, ils devraient savoir répondre. La réponse, elle est dans l'entreprise. Elle ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. La première question, c'est d'abord se dire quelle est la forme d'absentéisme la plus représentative par rapport au taux d'absentéisme déclaré dans l'entreprise. Est-ce que c'est les accidents de travail, les accidents de trajet, maladies professionnelles, ou c'est la maladie dite non professionnelle, la maladie ordinaire? Ça, c'est la première question qu'on pose. La deuxième question dans chaque catégorie d'absentéisme, on va dire, pour les accidents de travail et les accidents de trajet, ce qu'il faut poser la question, quel est le taux de fréquence, quel est le taux de gravité qu'on a aujourd'hui et quel est le nombre de jours perdus qu'on a par cet absentéisme-là? Dans la maladie non professionnelle, les questions qui vont suivre, c'est de dire quel est le nombre de jours perdus et quel est le taux d'absentéisme. Donc, on va vous présenter un exemple qui récapitule, entre guillemets, ces questions-là sur un tableau, en fait, qui donne un peu comment on a instruit le sujet à travers de cette question-là. Donc là, on voit, c'est un comparatif de données de 2019, 2021 et de janvier à avril 2022. On a un nombre de jours total perdus dans l'entreprise qui est indiqué. Par exemple, en 2019, c'était 4522, 4197 en 2021 et 652 en janvier à avril 2022. Là, on n'a pas de comparaison avec le secteur, donc il faut savoir qu'on peut comparer avec le secteur que les accidents de travail, la maladie professionnelle, les accidents de trajet. Mais la maladie ordinaire, on n'a pas une comparaison par secteur. Donc, si on prend sur le nombre de jours perdus pour accident dans cette entreprise, on était à 135 jours, ce qui représente 0,5 jours par salarié. Et en 2021, il était à 551, 4,3 jours par salarié. Lorsqu'on se reporte au secteur, le secteur en 2019, lui, il était à 2,3 jours par salarié. Mais en 2020, il était à 2,2 jours par salarié. Aujourd'hui, en 2021, cette entreprise, elle affiche 4,3. Donc, elle est au-dessus de son secteur. Sur l'accident de travail cette fois-ci, mais sur l'indicateur taux, le nombre d'accidents sur le nombre de salariés, on va voir que le secteur en 2019, il était à 2,86%, alors que l'entreprise, il était à 2,24%. Et en 2021, elle était à 4,72%, alors que le secteur, il est à 2,68%. Le taux de fréquence, on va voir que l'entreprise a un taux de fréquence d'accident qui est de 19,07 en 2019, 2021 c'est 28,84 et le secteur il enregistre 17,3. On n'avait pas la donnée disponible du secteur en 2020. Sur le taux de gravité, on va voir que la gravité, il est faible, il est de 0,38 dans l'entreprise, alors que le secteur il est à 1,4. Mais on va voir rapidement qu'en 2021, on a commencé à approcher le secteur, c'est-à-dire la référence du secteur de 2019. Ils n'ont pas d'accident de trajet, cette entreprise, mais ce qu'on va constater, c'est qu'on a commencé à avoir des nombres de jours perdus pour maladie professionnelle. On va passer de 0 en 2019 à 527. Et en janvier-avril 2022, on a déjà enregistré 87.
Maintenant, lorsqu'on interroge le nombre de jours perdus pour maladie non professionnelle, lorsqu'on regarde le nombre de jours, on est à 4 397, soit 97% de tous les arrêts. Donc, on a un nombre de jours perdus total de 4 522 et on a un nombre de jours perdus que pour la maladie ordinaire de 4 387. Donc, la forme majoritaire de l'absentéisme ici, c'est la maladie dite non professionnelle et qui se maintient d'une année sur l'autre. Donc là, on est à 97%, la 2021, on était à 74 et en janvier à avril 2022, on a commencé déjà à s'approcher des 90, donc on est à 85,6. Le taux d'absentéisme, on va le calculer par rapport au nombre de jours travaillés théoriques, il est de 6,5 en 2019, il passe à 8,2 en 2021 et on est en train de passer à 5,8 uniquement de janvier à avril 2022. Voilà, à partir de la première question, qu'est-ce qu'on obtient comme information? L'absentéisme majoritaire, c'est le non professionnel et avec une stabilité d'une année à une autre, mais on a quand même de l'accidentologie avec une fréquence qui est importante. Ce n'est pas parce que la gravité elle est faible qu'on peut dire que tout va bien. Non. Le fait qu'il y a une fréquence, c'est qu'à force d'avoir des accidents, mais qui ne se matérialisent pas avec une gravité importante, on finira par avoir une gravité. Et la fréquence, c'est un indicateur qu'on a un problème dans l'organisation de l'activité ou dans l'opération carrément industrielle, son dimensionnement en humain, en organisation qui permet d'organiser l'opération, mais également en moyens techniques. La deuxième question qu'il faut se poser, mais quelle est la catégorie d'absentéisme aujourd'hui majoritaire lorsque j'ai un absentéisme qui est non lié à l'accident de travail et la maladie professionnelle, qui est le plus majoritaire, c'est plutôt l'absentéisme dit ordinaire pour maladie. Quelle est la catégorie qui est la plus représentative? Est-ce que c'est le 1 à 3 jours? Est-ce que c'est le 4 à 29 jours? Et est-ce que c'est supérieur à 30 jours? La question, elle est très pertinente parce que ça nous permet de voir, et rappelez-vous, dans la première présentation, c'est les différentes catégories. Si on a 1 à 3 jours, ben, c'est le plus représentatif. Donc, un médecin, il arrête lorsqu'il voit que la personne il n'a pas encore des vraies problématiques de santé, mais si on continue, il va y arriver à ces vraies problématiques de santé. Donc là, on retire la personne. Lorsqu'on est à 4 à 29 jours, on est vraiment des vrais problèmes de santé qui commencent à se dégrader. Lorsqu'on est supérieur à 30 jours, malheureusement, on est déjà dans une problématique de santé telle que le cancer, le burn-out, etc. Ça, c'est un exemple, je vous présente un exemple de compilation en fait, d'informations sur quelle est la durée qui était la plus représentée. Là, par exemple, pour cette entreprise, on va trouver que dans le site 1, c'est la catégorie de 4 à 29 jours qui est la plus importante en nombre de jours perdus. Et dans le site 2, c'est la catégorie de supérieure à 30 jours. D'accord? Sachant que la 4 à 29 jours, elle est également importante. Ça, c'est une autre présentation de notre expertise. Sur un effectif total, on a regardé un effectif total, on a 45% qui ne se sont jamais absentés, c'est-à-dire il n'y a pas de jour, ils n'ont pas déclaré de jour d'absence en 2021. Par contre, on a 55 qui ont été absents et sur les 55%, on voit qu'on a 1 à 3 jours, 7% en fait, il est présenté par l'absentéisme, la catégorie de 1 à 3 jours. 28%, c'est dans la catégorie des absents entre 4 à 29 jours et supérieur à 30 jours, on a 20% de l'effectif absent. Donc, en fait, dans cette entreprise, l'absentéisme majoritaire, c'est celui qui se situe entre 4 et 29 jours. On a répondu à la question, je suis dans quelle catégorie? 3 jours, 4, 29, supérieur à 30 jours. Maintenant, la question qui va venir, mais qui est absent concrètement? Et en fait, pour cette question-là, on va l'instruire à deux niveaux. On va l'instruire d'abord en cherchant quels sont les services et les postes où l'absentéisme est très important. Et deuxièmement, on va l'instruire par les variables individuelles en interrogeant l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le type de contrat, etc. J'appelle à la prudence quand même lorsqu'on va interroger les variables individuelles. Ils servent à l'analyse de l'absentéisme, mais ne permettent en aucun cas de conclure à une causalité. Ce n'est pas parce qu'il est âgé qu'on dit « ah oui, oui, il peut s'absenter ». Ce n'est pas parce c'est une femme « ah oui, oui, on comprend pourquoi il s'absente ». Ce sont des variables qui vont nous aider en fait à introduire
on va dire, la notion des effets cumulés. L'âge, effectivement, il y a l'usure professionnelle, mais il y a l'usure liée à l'âge. Donc oui, mais ça va nous permettre de dire, ce n'est pas parce qu'on va dire, ah ben oui, il s'use avec l'âge, qu'on veut dire, oui, on peut se permettre qu'il s'absente, on peut se permettre que sa santé se dégrade surtout, hein. Donc non, s'il faut effectivement avoir des moyens qui permettent d'agir ou d'accompagner, pas d'agir, parce qu'on ne peut pas stopper l'usure naturelle, c'est-à-dire la fatigue naturelle liée à l'âge, mais comment on peut accompagner cette usure et comment qui permet de préserver la santé du salarié. Je prends pour les services, je vais prendre un exemple d'expertise. Par exemple, dans cette entreprise, on voit que l'absentéisme, il y a une notion qu'on utilise, c'est que est-ce que c'est un absentéisme qui est diffus ou c'est un absentéisme qui est concentré? En fait, lorsqu'il est diffus, on va le trouver partout dans l'entreprise. C'est un absentéisme qui est concentré. Dans le cas de cette entreprise, l'absentéisme, il était surtout concentré dans les secteurs d'activité de production. Donc, que ce soit la production, que ce soit le support production. Que ça soit aussi pour la tranche de 4 à 29 jours d'absence ou la tranche supérieure à 30 jours d'absence. Donc, on a le problème, entre guillemets, donc on va commencer au départ, on parle d'un taux global, mais on va commencer à zoomer et on va commencer à dire, attention, je suis sur un absentéisme qui n'est pas diffus, il est concentré. Donc, il y a un problème dans l'organisation de la production et dans le support de production. Mais ça ne veut pas dire, attention, lorsqu'on va parler que de la production, de support de production, que les autres catégories des métiers ne sont pas interrogées. Ils sont interrogés, bien sûr, parce qu'il faut savoir que la production, le support de production, ils ne vont pas travailler tout seuls. Ils travaillent en interaction avec les autres services. Ça se trouve parfois, et c'est ce qui s'est passé, on a trouvé que le problème de l'organisation d'un service où le taux d'absentéisme est important, il n'est même pas lié au service lui-même ou lié à des choses où il y a toujours des conditions de travail à améliorer, mais il est surtout, en fait, la majorité, il vient de son interface avec les autres services qui présentent un poids et qui dérèglent, entre guillemets, ces conditions de travail. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est par les arrêts pour maladie ordinaire par tranche de jours d'arrêt et par tranche d'âge. Donc, on voit par exemple dans cette entreprise, on est 45% de l'effectif qui n'était pas absent, hein. Donc, on a 55, ça correspond au premier exemple que je viens de vous présenter, c'est la suite. Maintenant, lorsqu'on regarde les tranches d'âge, entre 1 et 3 jours, les jours d'absence, c'est stable, entre guillemets, en fait, voilà, entre toutes les catégories d'âge, elle est stable, hein, sont pareils. Par contre, entre 4 et 29 jours, on va trouver la catégorie entre 25 et 35 ans. C'est elle qui représente, qui est la plus représentative dans cette catégorie d'absentéisme. Là, on commence à s'interpeller, c'est-à-dire que c'est une population qui est jeune, mais qui commence déjà à avoir des problématiques de santé. Et lorsqu'on le compare sur supérieur à 30 jours, effectivement, eux, ils ne sont pas encore représentés dans cette 25 à 35, mais on va trouver que celle qui est la plus représentée, c'est celle qui a le plus de 45 ans. Donc, ce qu'on conclut, nous, de cette étude-là, c'est que la problématique de santé, elle a commencé déjà à toucher la catégorie d'âge qui est encore jeune, entre guillemets. Et s'il la touche aujourd'hui et on ne fait rien, donc on va arriver à des arrêts maladie qui sont supérieurs à 30 jours, qui ont commencé déjà à apparaître chez vous pour la catégorie qui est supérieure à 45 jours. Lorsqu'on a répondu aux premières questions qu'on vient de voir, quelle est la forme, quelle catégorie, quelle tranche d'âge, quel service, maintenant la question qui va se poser après derrière ça, quel type d'absentéisme j'ai? Est-ce que j'ai un absentéisme qui est ponctuel? Est-ce que j'ai un absentéisme qui est attitudinal? Est-ce que c'est un absentéisme qui est organisationnel? Ponctuel, il apparaît de temps en temps et ça, malheureusement, on pourrait avoir des arrêts. La personne, le dimanche, il a fait son vélo, il est tombé. Bon, il est arrêté plus que 4 jours. Donc là, il est ponctuel, mais ça n'arrive pas tous les ans, mais ça n'arrive pas toutes les saisons. Il est attitudinal, donc là, on va regarder par rapport à 1 à 3 jours. Donc, lorsque j'ai les 1 à 3 jours qui sont beaucoup, il y a beaucoup, en fait, qui représentent la majorité de l'absentéisme que j'ai. Là, effectivement, il y a un problème, entre guillemets, il n'est pas attitudinal, c'est pas que l'individu il a envie de se… Non, il y a un problème, mais qui est ciblé pas sur toute l'organisation de l'entreprise. Ça peut être uniquement sur une population particulière. Donc, c'est comme ça, c'est-à-dire on le distingue.
Par contre, lorsqu'il est organisationnel, c'est-à-dire là, je suis sur des tranches de 4 à 29 jours, comme l'exemple que je vous ai montré. Toute la population presque qui a une tranche d'âge entre 25 et 35, il commence à être impactée. Okay, donc là, c'est l'organisation générale du travail dans l'entreprise. Je vous donne uniquement un résultat d'expertise. On n'a pas présenté le tableau qui compile toutes les réponses qu'on a aux questions que je viens de vous montrer, parce qu'il est spécifique d'une entreprise à une autre. Mais en tous les cas, la compilation de ces informations, en fait, hein, de ces réponses à ces questions qu'on pose, ça va emmener à faire à la fin une hypothèse. Et dans cette entreprise, par exemple, notre hypothèse, la conclusion dans notre étude, c'était de dire nous faisons l'hypothèse que la part individuelle ou ponctuelle de l'absentéisme est très faible, donc lorsqu'on la mesure avec le nombre de jours, mais pas uniquement, parce qu'on regarde la fréquence des absences, on regarde la fréquence des accidents de travail, on regarde est-ce qu'il est concentré, est-ce qu'il est diffus, etc. Et on conclut que la majorité de l'absentéisme est un absentéisme d'origine organisationnelle. Après, lorsqu'on a fait ce travail-là, on a fini, on a posé le problème, en fait. C'est ça ce qu'il faut se dire. C'est que tout ce travail qu'on fait, c'est de dire où est-ce que j'ai l'absentéisme, quelle est sa nature, quelle est sa catégorie, quel type d'absentéisme à la fin que j'ai. On va maintenant basculer pour dire, OK, quelles sont les causes pour que j'arrive à poser un plan d'action. Pour faire ce travail-là, là aussi, on n'a pas présenté, on n'a pas un modèle standard, entre guillemets, c'est un modèle qui se fait cas par cas, selon le type d'expertise et selon le type d'études qu'on fait, parce que pour arriver à répondre à ça, on va zoomer sur, bien sûr, le service ou le poste, etc., sur lequel l'absentéisme est important, mais surtout, on va analyser les arrêts. On va commencer à regarder les arrêts en disant, si on a des arrêts aujourd'hui, il faut qu'on comprenne pourquoi les gens, ils s'arrêtent. Parce qu'il faut savoir que dire j'ai des absents, mais concrètement, c'est un absentéisme lié à l'organisation du travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Quel est le lien entre l'absentéisme et l'organisation de travail? C'est celui-là qu'il faut qu'on trouve. Sauf que ce lien-là, pour qu'on le trouve, il faut effectivement, on zoome un peu sur les arrêts et on interroge les arrêts, on interroge les gens. Lorsqu'on va, et je vais prendre l'exemple d'une entreprise que je vais vous montrer un exemple d'analyse qu'on a fait chez eux. Lorsqu'on va zoomer dans cette entreprise, en fait, on va trouver qu'il y a des déterminants, en fait, c'est des facilitateurs, hein, ou les médiateurs, on va dire. Hein, il y a le nom également médiation. La médiation pour que la personne ait franchi le pas de s'absenter, il y en a deux qu'on a vu dans cette entreprise. Il y avait le médiateur de la santé, la personne s'est absentée parce que vraiment, il a un problème de santé, il commence à développer l'asthme, il commence à avoir de l'eczéma et il faut qu'il se soustrait et il commence à avoir des problématiques entre guillemets oculaires. Hein. On a eu des gens qui ont des problématiques oculaires, des gens qui ont de la charge mentale très importante et là, ils s'absentent. Mais on a également trouvé qu'il y a des personnes dans leur récit sur l'absentéisme, c'est qu'ils n'ont plus l'intention de rester. S'ils ont trouvé mieux, ils partiront. D'accord? Donc, les médiations à l'absentéisme, ça peut être un vrai problème de santé, comme ça peut être une médiation liée à l'intention de partir ou l'intention de rester. Et en fait, lorsqu'on va définir ces médiateurs, et là, ça change d'une entreprise à une autre. Bon, j'ai donné ces derniers exemples sur lesquels on a travaillé. Et lorsqu'on trouve on va dire, les médiateurs de l'absentéisme, maintenant, on va les interroger avec l'ensemble des déterminants de l'activité. Les déterminants de l'activité qui sont, il y a le contenu de travail, il y a le temps de travail, il y a les conditions de travail, il y a un certain nombre de déterminants du travail qu'on va interroger à travers ces médiateurs. Je vais vous présenter les résultats de deux déterminants qu'on a interrogé dans le cadre de cette expertise. Il y a le déterminant contrainte dans le travail. Donc, dans les contraintes du travail, dans cette entreprise, on va trouver qu'ils ont trois types de contraintes. Ils ont la contrainte temporelle, le temps. Il y a les objectifs, des délais à respecter. Ils ont une contrainte industrielle, ce sont les normes. En fait, ils doivent respecter les normes. Il y a une contrainte de la cadence machine et il y a une contrainte d'exigence de produit. Donc, on a trois types de contraintes.
Et on va trouver la contrainte marchande. En fait, la contrainte marchande, c'est la demande client directe ou indirecte, le client qui les appelle en direct. Donc, ils ont 3 types de contraintes. Et en fait, on a pris ces contraintes, comme on a défini à quoi ça correspond chaque contrainte, et on va interroger les médiateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va voir, est-ce que cette contrainte, il influence positivement ou négativement sur le médiateur, l'intention de rester? Et est-ce qu'il a un impact négatif ou positif sur la santé? Par exemple, la contrainte temporelle, on va trouver qu'il a un impact négatif sur la santé à long terme. Par contre, sur l'intention de rester, en fait, il y a des gens qui, ça les challenge et au contraire, ça les motive. Mais il y a d'autres qui peuvent leur agir négatif. Donc, c'est pour ça, dans la population qu'on a interrogée, on avait ceux que la contrainte temporelle impacte leur intention de rester, ils n'ont plus envie de ça, mais il y en a d'autres que, au contraire, ça leur donne de la motivation. Si je prends par exemple la cadence machine, tout le monde il parle de l'impact négatif sur la santé à long terme. Là, l'intention de rester, ça ne se pose même plus parce que c'est un problème de santé majeur. Sur l'exigence produit, il influence, il y en a qui le prend positivement et d'autres négativement, et qui instruit en fait, entre guillemets, l'envie de partir ou l'envie de rester. Sur la contrainte marchande, il influence négativement l'intention de rester. Là, sur la majorité des gens qu'on avait rencontrés, la réponse qu'on a eue, c'est non, c'est quelque chose qui vraiment me fait toujours penser de dire qu'est-ce que je fais là et pourquoi je ne pars pas. D'accord? Sur le déterminant, la disponibilité des moyens, je prends par exemple la fiabilité. La disponibilité des moyens, j'ai 3. J'ai la personne pour qui il travaille, il a besoin qu'il ait des moyens techniques, il a besoin d'avoir une organisation, il a des besoins individuellement, en nombre et en compétences, qu'il y a ces moyens-là qui lui permettent de produire. Donc, sur l'aspect, par exemple, technique, la fiabilité et la disponibilité des machines, il influence négativement sur l'intention de rester. Donc, on a rencontré des gens qui me disent, moi, j'ai tout le temps ma machine qui tombe en panne. J'en ai marre d'appeler la maintenance. Et en fait, au point que la personne me dit, si je trouve ailleurs, oui, je changerai, bien sûr, parce que ça, c'est tout mon quotidien de tous les jours. Donc, il impacte d'une façon négative sur l'intention de rester. On a également un impact négatif sur la santé à court terme parce que les gens, ils sont toujours dans un stress, ils sont toujours dans un conflit, mais qui également, qui va se développer, il est à court terme, mais qui va devenir également à long terme une problématique grave. Sur l'organisationnel, il y a deux choses, il y a deux façons de travailler, soit que je suis en condition optimale et par contre, lorsque j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler, bah oui, bien sûr, ça influence que positivement sur l'intention de rester et impacte positivement la santé. D'accord? Mais lorsque je suis en mode dégradé, ben, les gens ils disent oui, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas et qui agit sur ma santé de tous les jours. Le côté également individuel, la disponibilité de moyens, mais cette fois-ci d'un point de vue individuel, le nombre et les compétences, ils ont un impact négatif sur la santé. Lorsque je n'ai pas le nombre qu'il faut et je n'ai pas les compétences, ben, les gens, ils ont effectivement un problème de santé parce que le travail va être réparti, au lieu que ce soit sur 3, il est réparti sur 2, ben, bien sûr, les gens, ils sont en sur-exploitation, en surtravail en fait par rapport à leur capacité, en surcapacité, excusez-moi, et l'influence bien sûr négativement sur l'intention de rester. Voilà comment on pourrait arriver à trouver, donc en fait, pour trouver les causes, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a analysé l'absentéisme que les causes en découlent. Chaque entreprise, il va avoir les médiateurs qui sont spécifiques à ces arrêts. Et lorsqu'on trouve les médiateurs, c'est à partir de là qu'on va commencer à interroger les déterminants du travail. Et les déterminants de travail, ça peut être le collectif, ça peut être, nous, on avait des contraintes dans le travail, c'était un déterminant dans cette entreprise-là. Et la disponibilité des moyens, ça en fait partie. Il y a le contenu de travail, mais il y a d'autres. Donc voilà, donc les déterminants du travail également, ils peuvent être définis, ils peuvent varier d'une entreprise à une autre et voire même entre services de la même entreprise. On arrive au plan d'action, en fait, OK, on a fait ce travail-là. J'ai donné des exemples de plans d'action, donc toujours pour la même entreprise. Le plan d'action, c'était pardon, ça c'est 3 entreprises. Pour 3 entreprises, j'ai fait une compilation. On peut avoir des recommandations sur la politique vis-à-vis de l'absentéisme. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit à 90% l'absentéisme, il est lié, c'est-à-dire la politique de l'absentéisme pratiquée, il est plutôt sur le comportement, donc il est psychologisant, on dit, c'est-à-dire
vraiment, on dit à la personne, ben, si tu t'absentes, ben, c'est ta faute, grosso modo. Et en fait, cette politique, comment on la trouve dans les entreprises, c'est que lorsque la personne, elle rentre de son arrêt maladie, il va voir son manager, hein, dans un premier temps. La deuxième fois qu'il s'absente, il va voir le responsable de service. La troisième fois qu'il s'absente, ben, il va voir la RH. La quatrième fois, il va voir le directeur. Et voilà, et moi, j'ai posé la question aux entreprises qui ont ce type de pratique. Je lui dis, lorsqu'ils s'absentent une cinquième fois, on fait quoi? Il m'a dit, on revient à la case de départ. En fait, ils savent très, très bien qu'il ne sert à rien, mais ça fait entre guillemets, il- ça aide, entre guillemets, pour dire à la personne, on veut comprendre de quoi il est l'absentéisme, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de l'absentéisme. Donc là, la recommandation qu'on nous fait, c'est que de dire, dans les entreprises, on a ce type de politique, de le dire, oui, pourquoi pas, mais il est qu'à court terme, mais ça ne résout pas tout le problème. Il faut l'utiliser pour comprendre quels sont les médiateurs de l'absentéisme. Au contraire, ça permet d'instruire quel est le médiateur et qui permet d'approfondir le sujet sur l'absentéisme. Mais surtout, il faut le compléter par une politique dite d'absentéisme qui est préventive, qu'elle, il va interroger l'organisation, qu'elle, il va interroger les moyens, c'est-à-dire individuels, et qu'elle, il va interroger les moyens techniques pour que la personne elle travaille. Mais il ne faut pas uniquement définir une politique, il faut également définir les indicateurs pour le suivi de la politique. Moi, ce que on trouve dans les entreprises, généralement, il n'y a que l'indicateur de taux d'absentéisme. C'est vaste, l'indicateur de taux d'absentéisme. Et en plus, il y a un indicateur de résultat. C'est lorsque j'ai le problème qu'il m'indique. Et en fait, pour suivre une politique, parce qu'on a décidé de mener une politique, il faut poser des indicateurs dits de fonctionnement. Concrètement, lorsqu'on dit que j'ai de l'absentéisme, OK, mais concrètement, quel est l'indicateur de fiabilité de mes moyens? Donc ça, il doit être suivi dans le temps, la fiabilité des moyens, que ce soit technique ou organisationnel. Donc, je dois définir un indicateur qui me permet de mesurer, en plus de cette politique-là que j'ai posée, de mesurer le fonctionnement normal de mon organisation, le fonctionnement normal de mon service à travers des indicateurs déjà de moyens, et à partir d'autres indicateurs, on pourrait aller encore plus loin dans les indicateurs. Mais c'est déjà pas mal si on pose l'indicateur de suivi de performance et de fiabilité des moyens dont il a besoin l'opérateur ou le salarié pour travailler. Et donc, également des recommandations, c'est sur la politique de recrutement. En fait, là, je fais référence à des entreprises où, par exemple, ils ont des activités avec des rythmes de travail, hein, le rythme de travail de nuit, de jour, etc. Mais également avec des facteurs de pénibilité, hein, importants, par exemple le gestuel. Il faut savoir qu'une personne qui va travailler la nuit, c'est une personne qui présente déjà une sélection naturelle, d'accord? Parfois, bon, je ne rentrerai pas dans le détail dans ce webinaire, on essaiera d'organiser un autre pour parler des phénomènes de sélection qui peut être également étudiés, qui sont très importants et auxquels on ne fait pas attention. C'est que lorsque moi, je vais faire un travail de nuit, tout le monde, en fait, n'a pas cette sélection naturelle. Il y en a qui arrivent à le supporter, mais il y en a qui n'arrivent pas. Et malheureusement, donc, il y a parfois la sélection, elle est naturelle, mais parfois la sélection, elle est forcée. Voilà, parce que la personne, elle a besoin de son salaire, elle a besoin de ce travail, etc. Mais ça finit quand même, en fait, il s'adapte. On va dire c'est une adaptation qui n'est pas naturelle, mais c'est une adaptation qui va venir par le temps. Sauf ce qui se passe, c'est qu'on croit que les gens, cette sélection, il va continuer dans le temps, sauf qu'on perd d'élasticité dans cette sélection-là. Et dans la politique de recrutement, en fait, les recommandations, les gens, ils recrutent, mais ils ne tiennent pas compte que j'ai des activités pour lesquelles le phénomène de sélection, il est très important. Tout le monde ne peut pas faire le même travail, tout le monde ne peut pas supporter. Et en fait, lorsqu'on l'introduit dans le recrutement, ça permet d'accompagner les gens dès le départ pour maintenir cette élasticité dans le temps. Sinon, les gens, ils arrivent à 45 ans, ils ne peuvent plus ne peuvent plus travailler la nuit, sauf si lorsqu'ils sont accompagnés. Là, je prends uniquement un exemple d'accompagnement. Je travaillais avec une entreprise que pour qu'on maintienne cette élasticité, en fait, on la maintient. Malheureusement, il a été déjà consommé, hein, parce qu'on a travaillé sur l'absentéisme qui va nous emmener à dire, attention, les gens, ils ont perdu leur élasticité. Et donc, on va donner les moyens pour stabiliser, hein, entre guillemets, cette élasticité. Et donc, parmi les moyens, c'est, par exemple, pour les postures pénibles, on est rentré dans un programme de sport individuel. Et, par exemple, pour maintenir l'élasticité, maintenir le maintien
de la forme physique parce qu'il faut la maintenir, c'est normal en fait. Et on a également pour le travail de nuit, ce qu'on a fait, c'est que pour les personnes effectivement qui arrivent à un certain âge, il y a eu un aménagement d'une salle où les personnes pendant la nuit, ils peuvent aller se reposer, fermer l'œil. Donc voilà, c'est des exemples. Une dernière recommandation, c'est sur l'évaluation de risque, bien sûr. Il faut que l'évaluation de risque soit élargie à l'ensemble des risques. Aujourd'hui, on n'est que sur le risque au poste de travail. Or, lorsqu'on arrive à l'absentéisme qui, au départ, tout va bien et à un moment, il va se déclarer, c'est qu'on a un effet cumulé de certains risques dans le temps qui, au départ, n'est pas impactant, mais avec le temps, ils vont s'installer. De même que les risques liés à l'opération industrielle, que là, on ne le regarde pas. Ce n'est pas parce que j'ai des moyens que tout va bien. Il faut savoir que la disponibilité technique, c'est une des problématiques également qu'il faut résoudre pour agir sur l'absentéisme. SICAFI, c'est votre outil au service de la prévention de l'absentéisme et de l'amélioration des conditions de travail. SICAFI, il vous apporte du temps, une expérience et des compétences pointues, un accès aux données de l'entreprise, un diagnostic solide, des préconisations et un accompagnement. Donc, l'absentéisme, aujourd'hui, il se traite dans plusieurs missions. En fait, ça peut être dans une mission légale, telle que, par exemple, une réorganisation. Dans une réorganisation, il faut que l'absentéisme soit regardé. Parce qu'une réorganisation, ça peut entrer une vulnérabilité de l'entreprise, et surtout s'il y a eu d'autres réorganisations avant, on a déjà une certaine vulnérabilité. Donc, l'absentéisme peut être regardé à ce moment-là. Mais il est principalement, c'est-à-dire moi, on intervient principalement, et personnellement moi sur ce sujet-là, j'interviens sur les consultations annuelles sur la politique sociale. Donc là, c'est une intervention à froid. Donc dans les politiques sociales, les élus de CSE, ils demandent qu'on a vraiment une vraie étude sur l'absentéisme à poser le problème, sachant qu'on a d'abord, on pose le problème et après on commence à chercher les causes. Donc là, donc conformément à l'article 2315-91 du Code du travail, là, on pourrait faire cette expertise qui est financée à 100% par l'entreprise. Par contre, la limite de cette expertise, qu'on n'a pas accès aux salariés. Voilà, donc c'est ça en fait la limite de cette expertise. Néanmoins, lorsque la direction il voit l'intérêt de l'expertise et l'intérêt de l'étude, sincèrement, cet obstacle il est rapidement franchi. Après, il y a les expertises dites risques graves, hein, que ce soit physique ou RPS. Là, c'est une intervention qui est à chaud. Bon, vous le savez très bien, il est financé à 100% par l'entreprise. Et là, on a par contre un accès direct aux salariés. Voilà, je vous remercie. J'ai fini la présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le support et le replay, ils seront accessibles. Le support à partir d'aujourd'hui, le replay à partir de lundi. Donc là, je vais voir le chat pour répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage. J'accède aux conversations. Et, je remonte. Je vais prendre depuis le début, comme ça, je balaye tout en même temps. Donc là, ce qu'on a les premières questions. Bon, il y avait je n'entends pas, mais je pense que Eric il a intervenu. J'ai mon collègue qui est en ligne également avec moi et c'est lui qui est en charge. Le son, il a été. Aurons-nous le support? Bah oui, le support, vous l'aurez. En fait, comme je l'ai dit, le support, c'est aujourd'hui, mais le replay, vous aurez également le replay qui serait accessible à partir du lundi. Euh, euh, Sur combien de personnes? Une équipe de 7 personnes. Donc, en fait, on va raisonner par service parce que c'était le service dans un service où il y avait, on n'était pas loin de 100 salariés. Donc, j'avais une équipe, en fait, c'est par rapport à un service, en fait, rapporté au service. Peuvent-ils savoir si c'est une maladie ordinaire ou un retrait? En fait, la maladie ordinaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le médecin, parce que attention, lorsqu'on a mis 1 à 3 jours, 4 à 29 jours et supérieur à 29 jours, on a interrogé des médecins. Et en fait, le médecin, il dit que
moi, lorsque j'ai un salarié, que je vois qu'il n'y a pas une réelle problématique de santé, en fait, pour laquelle je peux justifier un arrêt supérieur à 4 jours, je le retire du travail. Donc, c'est ça le 1 à 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'on considère le 1 à 3 jours, il est surtout du retrait. Par contre, lorsque le médecin il commence à arrêter au-delà, là, il considère qu'il y a une vraie problématique de santé. C'est comme ça, en fait, qu'on lui distingue, en fait. Cette distinction, ce n'est pas uniquement une distinction, entre guillemets, théorique, c'est une distinction, on a interrogé les médecins. Il faut que le salarié le précise. Le directeur, oui, la direction ne peut pas, il faut que le salarié le précise. J'ai pas bien compris la question, mais je pense par rapport à la première, oui, la direction, la seule chose qu'il connaît la direction, c'est le nombre de jours d'arrêt. C'est pour ça le nombre de jours d'arrêt, il est important. Ça peut aiguiller vers dire est-ce que c'est quelque chose d'individuel, de retrait individuel, ou c'est quelque chose qui est en lien avec l'organisation générale de l'entreprise. Oui, l'état de santé et la maladie sont des données privées, on est d'accord. La maladie, c'est là où c'est dans le groupe de travail, il y a toujours le médecin du travail, parce que c'est lui qui va nous aider et qui va aiguiller sur est-ce que les arrêts ils sont en lien avec un état de santé réel, sans qu'il nous dise de quelle santé réelle. Et par contre, là, on l'interroge, est-ce que c'est un état de santé dans l'entreprise? Et là, ça part. Là, il faut qu'il nous réponde là-dessus. Et c'est arrivé, en fait, qu'on travaillait sur ça. Mais il peut également dire, non, mais je pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol général. Donc, c'est là où nous emmène, ce qui nous a emmené, nous, à dire que le médiateur, ce n'était pas un état de santé, mais il y a également le médiateur de que la personne elle a l'intention de partir depuis des années, mais faute de, ben, il est obligé de rester. Je veux dire, il ne va pas le préciser. Oui, oui, ça, il ne va pas le préciser. Ah mince, ça va trop vite pour moi, pas le temps de réfléchir, je suis désolée. Et toujours de taire la raison de l'absentéisme en utilisant le secret médical. Oui, en fait, c'est ça. Parfois, les gens, ils disent mon conseil aux salariés est toujours de taire la raison de l'absentéisme en utilisant le secret médical, car trop de DRH utilisent ces infos contre le salarié. Ben, c'est pour ça, en fait, lorsque l'entreprise, et on a parlé des politiques, hein, lorsque l'entreprise le considère comme une problématique individuelle, entre guillemets, et non pas une problématique de l'organisation de l'entreprise, on arrive à ce type de constat que vous avez, monsieur ou madame. On trouve tant les chiffres par secteur? Oui, on peut trouver les chiffres par secteur, mais qui sont très difficiles à comparer à l'entreprise pour l'absentéisme dit d'une ordinaire. C'est pour ça on ne le compare pas, c'est assez compliqué. Ce qui est comparable au secteur, ce sont l'accidentologie. Oui, effectivement, il est plus facile à comparer. Exactement, c'est par le comité technique national, les CTN. Hein, donc, ça, c'est l'indicateur, c'est le code NAF ou le code APE qui vous permet de savoir à quel comité technique national vous appartenez et qui vous permet effectivement de comparer avec le secteur. Comment est calculée la fréquence et quelle est l'unité? La fréquence et la gravité sont calculées sur un nombre de jours d'arrêt. Si vous permettez, je vous le mets, je le rajoute dans le support hein, parce que c'est une formule assez complexe. Je préfère ne pas me tromper, je ne l'ai pas en tête. Mais ça se calcule sur le nombre que la fréquence ou la gravité, elle est calculée sur le nombre de jours d'arrêt multiplié, il y a un chiffrage particulier et sur le nombre de salariés. Si vous voulez, je pourrais, ou la personne qui pose cette question-là, elle a mon adresse mail, qui m'envoie un mail, je lui transmets la formule. On aura toujours d'accidents en production, en administration, quel est souvent l'article du Code du travail qui indique et explique la responsabilité de l'employeur au regard de la santé. Bah, c'est l'article, là aussi, je pourrais répondre à l'article général, je ne le connais pas par cœur, hein, mais il y a l'article déjà qui dit que tous les employeurs, ils doivent préserver la santé, que ce soit la santé physique ou morale de leurs salariés. Donc ça, c'est le premier article du Code du travail. Mais après, il y a des articles, on va dire, qui sont spécifiques par rapport à des risques. Il y a le risque chimique, il y a le risque biologique, il y a les risques. Donc, mais l'article déjà de préserver la santé, c'est un article qui est général. Il existe différents baromètres, oui, effectivement. Hein. Il y a plusieurs baromètres qui suivent. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un indicateur qui est largement suivi. Hein.
On peut également lier les arrêts aux démissions. Oui, on lie parfois les arrêts aux démissions et qui ne donne que le médiateur, c'était l'intention de rester ou l'intention de partir depuis des années. Y a-t-il un organisme qui publie les taux d'arrêt au niveau national? Moi, je suis beaucoup les baromètres IMIN ou également la CARSAT, hein. Il suit effectivement ces données. Il y a quelqu'un, l'INRS également, hein, Amélie, l'INRS, tous ces organismes, il y a effectivement, on peut trouver les données. Doit-il nous fournir de la statistique détaillée? Oui, l'employeur, il doit vous donner les statistiques détaillées. En l'interrogeant, c'est pour ça ce webinaire, il est un peu plutôt méthodologique hein, sur comment vous pouvez l'interroger pour arriver vraiment à poser le vrai problème que vous avez dans l'entreprise concernant l'absentéisme. J'ai pas, il y a le bilan social. Oui, on trouve les données dans le bilan social. Est-il obligé de fournir les données d'absentéisme si annulé, on fait la demande? Oui, il faut. Oui, oui. La réponse elle est oui, quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise, hein, même à moins de 300 salariés. L'action privilégiée par l'employeur et la sanction financière à travers la... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est que parfois, il est individuel, en fait, il considère que c'est un problème qui est individuel, donc il va dire, si vous ne s'absentez pas, donc il y aura la prime, s'il y a l'absentéisme, il n'y aura pas la prime, ce qui crée, entre guillemets, un problème, un climat social hein, entre les équipes. C'est ce que je disais au départ, hein, lorsqu'elle est regardée sous l'angle social, c'est parce que ça crée également une instabilité, hein, entre guillemets, dans le collectif via des pratiques hein, telles que cette politique individuelle. Et sélectif des données d'absentéisme. Oui, l'employeur il est souvent avare et sélectif des données sur les données de l'absentéisme. Parfois, ils n'ont pas, parce que moi, j'ai accompagné des employeurs, en fait, via la politique sociale. Et finalement, lorsque nous, on leur dit, voilà les questions qu'on se pose, et on trouve qu'ils ne se sont jamais posé la question. En fait, ils ont un taux général, mais qu'ils n'arrivent pas à décortiquer pour savoir, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai comme absentéisme chez moi. Voilà, ben écoutez, je pense que j'ai balayé. Ah non, il reste encore. Merci aussi pour votre présence. Pour quelle raison 20% d'augmentation d'absentéisme? La raison, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, la dégradation des conditions de travail. Il y a la dégradation des conditions de travail, mais il y a également une conscience de notre population liée à plusieurs phénomènes, que ce soit le phénomène, on a le phénomène déjà du Covid, qui a donné une conscience à tout le monde que la santé, c'est notre capital, d'accord? Donc, on veut la préserver. Donc, ça permet que la personne, elle dit, écoute, moi, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire. Je ne veux pas être en suractivité. Donc, les gens, ils ont commencé à réfléchir sur leurs conditions de travail. Mais avant le Covid, on avait également le passé sanitaire. Si je prends l'exemple de l'amiante, les parents les enfants qui ont vu leurs parents, arrière-parents, malheureusement finir en maladie professionnelle, en maladie hein, grave, telle que le cancer lié à l'amiante, ils disent qu'est-ce qu'ils ont gagné mes parents. Donc, les gens, ils voient quand même, ils font attention à leur santé. Donc, il y a aujourd'hui des exigences de la population qu'on n'avait pas, et c'est normal qu'elles soient exigeantes. L'exigence, elle est vraiment naturelle. Plus on avance dans les moyens qui préservent la santé, d'accord, plus l'exigence, elle devient importante. Avant, on acceptait la mortalité infantile, je prends cet exemple-là, aujourd'hui, on ne l'accepte plus, d'accord, parce qu'on a les moyens aujourd'hui qu'on pourrait ne pas arriver à ça. Merci aussi à vous. Je pense que j'ai balayé toutes les questions. Attendez, il y a une du personnel peuvent déclencher une expertise, c'est ce que j'ai présenté sur l'absentéisme, soit par la politique sociale, mais la limite de la politique sociale, c'est qu'on n'a pas l'accès aux salariés, après ça se discute, ou ça peut être dans un cadre de réorganisation dans lequel vous demandez, oui, mais on veut faire un point sur un absentéisme qui est important, qui fait une part entière de cette étude-là, comme ça peut être dans un cadre de risque grave également, hein. Donc on l'interroge, soit qu'on va l'interroger uniquement d'une façon générale et qui nous permet de dire l'absentéisme, comment il se situe et l'accident, est-ce qu'il est venu également par rapport à le fait que j'ai moins d'effectifs, ou ça peut être également un point d'étude particulier.
Écoutez, merci également à vous. Si jamais il y a d'autres questions que j'ai passées, que je n'ai pas répondu, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez également m'envoyer un mail et je répondrai avec plaisir. Merci d'être venu et merci d'avoir suivi cette présentation.